Alors que je quittais le travail pour rentrer chez moi, un mauvais pressentiment s'est installé dans mon estomac. Je n'arrivais pas à savoir pourquoi, mais j'avais l'impression que je le découvrirais bientôt. En général, je travaille pour moi-même et j'aime passer le vendredi soir au bureau, à ranger et à préparer le programme chargé du samedi. Il était donc inhabituel pour moi de partir à 17h un vendredi. Je suis Mark Ashworth, propriétaire d'Ashworth Auto. À 16 ans, j'ai fait mes premiers pas dans le monde de la mécanique automobile. À 20 ans, j'ai ouvert ma propre entreprise de réparation automobile, spécialisée dans les véhicules européens de luxe. Alors que le mécanicien le plus proche se trouvait à 150 miles, la demande ne manquait pas dans notre région. Il est vrai que mes services ne sont pas bon marché, mais je me suis forgé une réputation de technicien hautement qualifié et j'ai eu la chance d'avoir un directeur de banque qui a cru en ma vision. De plus, mon grand-père m'a apporté des garanties. En Europe, les véhicules de luxe appartiennent généralement à des personnes fortunées, qui font appel à mes services en raison de ma solide réputation. Au fil du temps, lorsque leurs enfants ont commencé à conduire, les clients m'ont souvent demandé de leur trouver des voitures, souvent d'occasion. J'ai donc développé mon activité en ajoutant un atelier de carrosserie et en proposant des voitures d'occasion en plus des réparations. Aujourd'hui, je possède 4 établissements dans la région et, même selon les estimations les plus prudentes, ma société est évaluée à 8 millions de dollars. J'ai aujourd'hui 38 ans. Ce jour-là, j'ai quitté le travail plus tôt parce que ma femme, Anna, a insisté pour que je rentre plus tôt. Anna m'a dit qu'elle devait me parler d'une proposition importante. Nous sommes mariés depuis 14 ans, elle a 35 ans. Nous nous sommes rencontrés lorsque son père, John, m'a demandé de lui trouver une voiture pour son 20e anniversaire. Il y a eu une étincelle immédiate entre nous. Anna m'a invité à sortir avec elle le jour où elle a récupéré la voiture. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés et nous avons maintenant 2 fils, Martin, qui a 10 ans, et James, qui a 12 ans. John, le père d'Anna, est un comptable réfléchi. Il est associé dans un cabinet comptable et passe souvent du temps avec moi, apportant son expertise à mes affaires. Stéphanie, la mère d'Anna, ne m'aime pas particulièrement, marmonnant souvent que sa fille aurait dû viser plus haut qu'un « gros singe », comme elle dit. Anna a également une petite sœur, Suzanne, et un grand frère, Alexander, que tout le monde appelle Alex. Alex ne s'est jamais marié et ne semble pas avoir l'intention de le faire. Suzanne est mariée à Barclay, un avocat. Bien qu'il soit avocat plaidant de métier, il rêve de devenir une grande entreprise. Stéphanie l'adore, déclarant souvent qu'il est le gendre idéal. Au début de son adolescence, Suzanne a subi une intervention chirurgicale qui l'a empêchée de tomber enceinte, mais je n'ai jamais connu les détails de son état. Ainsi, nos 2 garçons sont devenus les seuls petits-enfants de John et Stéphanie. Ce fait semble irriter Stéphanie, et Suzanne est de plus en plus découragée par les remarques incessantes de sa mère sur le fait d'avoir des enfants. Anna s'inquiète également pour sa sœur. Lorsque j'ai suggéré, lors d'une réunion de famille, qu'ils envisagent l'adoption, Stéphanie a réagi avec colère, insistant pour que ses petits-enfants aient un lien biologique avec elle. John a alors gentiment proposé l'idée d'une mère porteuse. Lorsque Suzanne a demandé comment cela pourrait fonctionner, je lui ai expliqué la FIV du mieux que j'ai pu. Stéphanie a froncé les sourcils devant la complexité de la chose, se demandant qui allait fournir les ovules, ce qui a renforcé sa réticence. Ce soir-là, j'ai discuté de la situation de Suzanne avec Anna et j'ai suggéré qu'elle fasse don de ses ovules pour la procédure de FIV. Anna a demandé plus de détails et j'ai promis d'étudier la question. Je suis revenu avec la nouvelle rassurante que le prélèvement d'ovules n'était pas aussi compliqué que nous l'avions imaginé. De cette façon, tout s'alignerait et Stéphanie pourrait avoir ses petits-enfants biologiques. Depuis notre conversation d'il y a 3 mois, le sujet est revenu sur le tapis toutes les 2 semaines. Je n'arrivais pas à me débarrasser du mauvais sentiment que j'avais dans l'estomac parce que, depuis 1 semaine ou 10 jours, Anna se comportait un peu bizarrement. Elle envoyait des SMS à quelqu'un, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Normalement, elle est très ouverte à propos de son téléphone, mais cette fois-ci, elle semblait réticente. De plus, cela faisait plus d'1 semaine que nous n'avions pas été intimes. Elle me donnait du plaisir, mais rien de plus. C'était assez inhabituel pour Anna. Notre maison est située sur un peu plus d'1,5 hectare de terrain, une ferme que mon grand-père m'a léguée quand j'avais 11 ans. Peu après notre mariage, j'y ai construit la maison. Ma famille exploitait une entreprise de jardinage sur un domaine de 6 hectares, dont faisait partie ma parcelle. Mon frère aîné a reçu la maison et plus d'1 demi-hectare.
Le produit de la vente des 4 hectares restant en vue d'un développement résidentiel a été placé dans un fonds fiduciaire destiné à soutenir l'éducation de nos enfants et à bénéficier à toute la famille. Lorsque je me suis tourné vers la maison, je n'ai vu que quelques voitures garées, suffisamment pour confirmer mon sentiment de malaise, car la maison n'est pas visible de la route. J'ai reconnu la voiture de Suzanne et Barclay, celle de John et Stéphanie, et quelques autres appartenant à des membres éloignés de la famille. J'avais l'impression qu'ils allaient prétendre que quelque chose de désagréable était du caviar et qu'une énorme quantité d'ennui se dirigeait vers moi. Après m'être garé à proximité de la maison, je suis entré et me suis préparé à la tempête qui se préparait. Sachant que personne ne m'entendrait, je suis entré délibérément par la porte du garage. Dans la buanderie, j'ai écouté attentivement, mais je n'ai entendu que des voix étouffées. J'ai toujours un enregistreur vocal dans ma poche. John m'avait appris à l'utiliser avant les réunions, ce qui me permettait de prendre des notes plus tard. Par habitude, je l'ai mis en marche et l'ai rangé dans ma poche, persuadé qu'il capturerait la majeure partie de la conversation que je prévoyais de voir se dérouler. Je pris une profonde inspiration, poussai la porte et entrai dans la cuisine. 8 personnes étaient réunies dans le petit coin près de la cuisine. Stéphanie, John et Anna étaient assis sur le canapé à 3 places. 2 tantes, Joanne et Karen, étaient assises sur des chaises apportées de la salle à manger, Barclay et Suzanne sur un siège d'appoint et Alex sur un seul fauteuil. Une chaise de mon bureau était remarquablement vide. Il avait été placé juste en face de Anna, John et Stéphanie, entouré d'Alex et des 2 tantes. Il s'agissait clairement d'une embuscade planifiée. Alors que je fermais la porte, Anna a dit « Entre, Marc, et assieds-toi. Nous aimerions avoir votre avis sur quelques sujets dont nous discutons actuellement », a-t-elle ajouté. Je me doutais bien que leur demande d'avis signifiait qu'ils étaient sur le point de suggérer quelque chose, et que je n'aurais pas vraiment mon mot à dire. Au lieu de cela, j'ai fait pivoter l'un des tabourets de bar du comptoir de la cuisine et je me suis assise dessus, me positionnant dans le coin de la pièce. En m'asseyant sur le tabouret haut, je me suis éloigné des autres, les obligeant à lever les yeux vers moi, modifiant ainsi subtilement la dynamique de la pièce. Je suis resté silencieux, visiblement agacé, alors que je croisais le regard d'Anna. Elle rougit en réalisant mon intention, mais ne put soutenir mon regard. J'ai lentement balayé la salle du regard. John et Alex évitaient le contact visuel, tandis que Stéphanie avait l'air victorieux, comme si elle était sur le point de réaliser sa plus grande ambition. Suzanne arborait un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des lustres, et Barclay me fixait d'un air narquois qui laissait entendre qu'il était prêt à prendre le contrôle sur moi. Anna était assise en silence, attendant que je prenne la parole, mais je ne le fis pas. Je continuais à regarder autour de moi, mon regard fixé sur elle, tandis qu'elle faisait de son mieux pour éviter le contact visuel. Je me suis dit que je pouvais attendre aussi longtemps qu'elle et ne rien dire. La frustration montait chez elle, transformant la situation en une impasse. Stéphanie a finalement rompu le silence en disant « Nous avons discuté du problème de Suzanne, et il semble que nous ayons trouvé une solution. » J'ai ignoré Stéphanie et je me suis concentré sur Anna, qui se tortillait mal à l'aise en ma présence. Anna a finalement croisé mon regard. « Vous savez que Suzanne ne peut pas concevoir, et vous avez envisagé de recourir à une mère porteuse. Nous pensons que c'est un choix judicieux. Maman veut que les ovules soient biologiquement liés à la famille, alors nous avons parlé de moi comme mère porteuse ces 2 dernières semaines. » Je la coupe en levant la main. « Cela fait des semaines que tu en parles. Et pourquoi n'as-tu pas pensé que je devais participer à ces conversations? Il est clair que les garçons et moi serons très affectés par cette décision, et j'estime que nous aurions dû être tenus au courant. » Qu'est-ce que tu veux dire? Stéphanie intervient à ce moment-là. Tu n'as rien à voir là-dedans. Il suffit de la soutenir et de lui tenir la main. J'ai pris une grande inspiration, je me suis tourné vers Stéphanie, puis je me suis concentré à nouveau sur Anna. Bien sûr, les garçons et moi serons affectés par cette situation. Leur mère ne pourra pas les border dans leur lit ou s'occuper d'autres besoins pendant qu'elle est dans une clinique de fécondation in vitro et qu'elle est enceinte. Ces 2 précédentes grossesses avaient été difficiles, elle avait passé 1 mois à l'hôpital à cause d'une hypertension artérielle les 2 fois. Elle sera absente de leur vie pendant l'accouchement, subira des examens médicaux et restera à l'hôpital. Elle aura également besoin de temps pour se rétablir. Il faut un certain niveau d'égoïsme pour ne pas voir à quel point cela aura un impact profond sur ma famille. Ce qui m'a le plus troublé, c'est que lorsque j'ai dit « clinique de FIV », Suzanne a grimacé, Barclay a souri et les yeux d'Anna ont fait le tour de la pièce. Qu'est-ce que j'ai manqué? Stéphanie a continué à m'informer, visiblement ravie de ce moment.
Il n'y a pas eu de clinique de fécondation in vitro. Au lieu d'être conçu dans un laboratoire, mon petit enfant allait naître de l'amour et de la passion. La prise de conscience m'a frappé comme un éclair. C'était un coup monté, ils étaient tous là pour me gérer. Mes joues ont rougi de colère et j'ai crié, « Anna, dis-moi tout maintenant. » Ses yeux étaient remplis de terreur lorsqu'elle m'a regardé. La conversation ne se déroulait pas comme elle l'avait prévu. Elle ne contrôlait plus la situation et la vérité éclatait au grand jour. La FIV n'est pas la meilleure option, a-t-elle expliqué. J'ai arrêté de prendre les médicaments il y a 2 mois. Mon cycle menstruel a commencé il y a 3 semaines et reprendra dans 1 semaine environ. Selon les médecins, je serai fertile dans 2 ou 3 semaines. Barclay restera avec moi pendant 1 semaine durant ma période de fertilité, et à la fin de cette semaine, je devrais être enceinte. Le bébé, qui sera biologiquement lié à Suzanne et à Barclay, pourra alors être adopté. J'ai senti la main d'Alex sur mon épaule alors que je me tenais devant Anna. J'ai essayé de m'éloigner, mais il m'a retenu. Tiens bon, Marc, l'ai-je entendu dire. Ne fais rien d'irréfléchi, s'il te plaît. J'ai répondu, ne fais rien de stupide, sans nommer personne en particulier. Il n'y aurait rien d'imprudent après cette folie. Je me suis tourné vers tout le monde et leur ai ordonné de quitter ma maison. Stéphanie a essayé de tenir bon. Non, il faut qu'on se mette d'accord et qu'on décide si vous restez dans la maison pendant ce temps. Lorsque j'ai dit, John, je n'ai jamais frappé une femme auparavant, mais si cette créature stupide n'est pas sortie de cette maison dans 10 secondes, Dieu me vienne en aide, je le ferai, il était déjà debout, essayant de persuader sa femme de partir. Pour la première fois, Stéphanie m'a regardé dans les yeux et s'est rendu compte que je pensais chaque mot. Anna, tu n'as pas besoin qu'Alex reste pour te protéger, demanda-t-elle en se levant d'un bond. Je me suis mise à rire. Si vous pensez que je ferai du mal à ma femme, vous ne me connaissez pas du tout. Mais si vous pensez que notre mariage peut survivre à cette folie, vous ne comprenez vraiment pas qui je suis. Dans un souffle, Anna supplie, s'il te plaît, va-t'en, maman. Tout le monde aussi. J'ai beaucoup de choses à discuter avec Marc. Une fois que tout le monde a quitté la maison, je suis allé dans mon bureau et j'ai fermé la porte à clé. J'ai commencé par télécharger les enregistrements du chat et redémarrer l'enregistreur. J'étais en train de le faire quand Anna a crié, « Je ne t'ai jamais vu traiter les gens aussi mal, Marc. » Anna a dit, « Il faut que tu viennes ici et que tu parles de tout comme un adulte. » Je me suis demandé si elle était fâchée parce que j'étais fâché et si elle me mettait toutes ces absurdités sur le dos. Je me suis mis à rire intérieurement, mais je n'ai rien dit. Au travail, nous avons un système qui enregistre chaque appel et chaque message. Ce système nous a permis d'éviter un nombre incalculable de cas où nous avons dû facturer du travail supplémentaire, car ils sont enregistrés dans le cadre de notre système CRM, gestion des relations avec la clientèle. Tous les textos d'Anna ont été enregistrés parce que son téléphone était un appareil fourni par l'entreprise, même s'ils étaient stockés dans un dossier poubelle. J'ai immédiatement accédé à ces fichiers et téléchargé tous les messages vocaux et les conversations qu'elle avait eues avec Suzanne, Barclay et sa mère. Elles avaient créé un chat de groupe appelé Baby, et il s'est avéré relativement facile d'y accéder. Parmi les membres, il y avait Barclay, Stéphanie, Suzanne et Anna. J'ai pris mon temps pour lire les messages du groupe. La conversation avait commencé il y a 3 mois, peu après la première suggestion de recourir à une mère porteuse. Au départ, Anna avait proposé de fournir ses ovules à une mère porteuse, mais les choses ont vite dérapé et elle a fini par devenir elle-même la mère porteuse. Si Barclay s'est empressé d'apporter ses propres idées, Stéphanie a joué un rôle crucial dans le choix du mode de conception. Stéphanie insiste sur le fait que l'enfant doit être conçu dans l'amour. Elle était assez irrationnellement convaincue qu'un enfant conçu en laboratoire ne serait pas assez mûr sur le plan émotionnel. J'ai pris environ 1 heure pour rassembler mes idées. Pendant ce temps, j'ai également contacté mon avocat pour lui demander de me recommander un avocat spécialisé dans le divorce. Lorsque je suis parti, Anna était assise dans un coin de mon bureau, sirotant un verre de vin. Son visage montrait encore des signes de colère, mais l'intensité initiale était retombée. « Tu pensais vraiment que j'allais avaler cette absurdité soudaine ?» lui ai-je demandé en la regardant attentivement. « Qu'est-ce que tu entends par « bêtise » rétorqua-t-elle, la colère reprenant le dessus. « Tu te comportes comme un enfant gâté et tu expulses ma famille de ma maison après que nous nous soyons mis d'accord sur la manière d'aider ma sœur à surmonter sa dépression. » Je me suis contenté de rire. « Tu m'en veux de ne pas t'avoir laissé avoir un enfant avec ta sœur, et tu prévois de commettre un adultère sous un faux prétexte. »
Réfléchis bien à ce que tu suggères, Anna, et n'oublie pas que c'est aussi ma maison. Quiconque me manque de respect s'expose à ma colère. Je veux que tu saches que cela n'arrivera pas. Nous allons divorcer si tu continues sur cette voie. Ai-je besoin d'être plus clair pour que tu comprennes? Où sont les enfants maintenant? J'espère que tu auras le bon sens de les tenir à l'écart de ce gâchis. L'évocation du divorce l'a momentanément dégonflée, mais elle s'est vite reprise en déclarant, si tu divorces, je te laisserai sans le sou, avec une pension alimentaire pour le conjoint et les enfants. De plus, je vendrai la moitié de ton entreprise au premier acheteur. En riant, j'ai dit, j'espère que tu n'écoutes pas les conseils de Barclay. C'est étonnant de voir à quel point tu es naïf. Comme il a tout à gagner de vos actions, non seulement ses conseils sont mauvais, mais si je les écoute, je risque de me faire retirer sa licence. Mais laissez-moi clarifier les choses, j'ai reçu cette maison et le terrain sur lequel elle se trouve avant notre mariage. Ils ne font pas partie des biens matrimoniaux. Je n'ai aucun droit sur l'entreprise que tu diriges avec ton père, et tu n'as aucun droit sur mon entreprise, conformément au contrat de mariage que nous avons tous deux signé. Vos antécédents médicaux démontreront également que vous n'êtes pas en mesure de vous occuper d'enfants si vous décidez de tomber enceinte, en particulier de quelqu'un d'autre que votre conjoint. Rappelez-vous que vous avez été admise à l'hôpital pour des problèmes de tension artérielle lors de vos 2 grossesses. Par conséquent, je suis prêt à assumer la garde. Si tu veux un combat désordonné, Anna, je t'en donnerai un. Si tu as l'intention de rester mariée avec moi, tu ne tomberas pas enceinte de Barclay. De plus, je n'ai plus confiance en toi, donc je n'accepterai pas de fécondation in vitro. Tu as présenté la situation comme un scénario gagnant-perdant où notre mariage est en jeu. Où sont les enfants maintenant? J'aimerais les voir. Elle a compris que j'avais mis fin à la conversation et a cédé. Ils sont chez les Patterson, dans la maison numéro 30, dit-elle. Je vais aller les chercher. Préparez le dîner, s'il vous plaît. J'ai laissé des pizzas dans le réfrigérateur. Après avoir réchauffé les pizzas, j'ai passé du temps à jouer avec les garçons dans le jardin jusqu'à l'heure du coucher. Je savais que je devais avoir une conversation avec Anna, mais je ne pouvais pas me résoudre à le faire. À 21h30, les 2 garçons sont allés se coucher. Em et moi jouions au football dans le jardin, comme je les avais prévenus. Finalement, j'ai atteint le point où je ne pouvais plus me contenir. Après avoir pris un verre dans le réfrigérateur, je suis allé dans le coin où Anna était assise sur la seule chaise. Tu pensais vraiment que j'accepterais que tu me trompes et que tu fasses un enfant à Suzanne? J'ai demandé, en prenant une grande gorgée de mon verre et en m'asseyant sur le canapé à 3 places en face d'elle. Tu pensais que je renoncerais aussi à mon propre lit. Le niveau d'irrespect et d'humiliation que tu as l'intention de m'infliger dépasse l'entendement. Quand Anna a dit, je dois faire quelque chose pour Suzanne, j'ai vu l'air abattu sur son visage. Ma sœur est complètement déprimée. La FIV dérange ma mère, et Barclay prétend qu'ils ne peuvent pas se le permettre de toute façon. J'ai peur que Suzanne se fasse du mal si vous ne laissez pas faire, et je ne pourrai jamais me pardonner si elle le fait. C'est ainsi que s'est terminé l'acte, qui était essentiellement du chantage émotionnel. Non, Barclay et toi ne ferez pas l'amour pour concevoir un enfant parce que tu me transformes en cocu en me trompant, ai-je dit en me resservant un verre. Nous leur donnerons l'argent ou partagerons les 50 000 $ s'ils n'ont pas les moyens de se payer une FIV. Si ta mère n'aime pas ça, c'est son problème. Pour être clair, j'ai déjà demandé à l'avocat de la société de me recommander un avocat spécialisé dans les divorces. Nous en avons fini si tu vas jusqu'au bout, je te le promets. Et n'essayez pas de me faire porter le chapeau pour les coups, je ne resterai pas marié à un infidèle, et c'est exactement ce que vous deviendrez si vous faites cela. J'ai entendu la porte de la chambre claquer tandis qu'elle quittait la pièce en larmes. J'ai décidé de ne pas dormir à côté d'elle ce soir, même si je n'étais pas sûr qu'elle les fermait à clé. Je voulais qu'elle fasse l'expérience de ce que serait la vie sans moi, et je trouvais répugnant qu'elle puisse essayer de me persuader par le sexe. Je suis retourné à mon bureau, j'ai fermé la porte à clé et j'ai vérifié à nouveau son journal de messages. Elles étaient en train de s'envoyer des SMS dans le chat du groupe. Suzanne était visiblement bouleversée, disant que c'était son seul espoir et qu'elle ne savait pas ce qu'elle ferait sans un enfant dans ses bras. Anna a commencé par promettre d'essayer de me persuader, mais sa mère lui a simplement dit, fais-le et demande pardon plus tard. Barclay a répondu, il sait que tu n'es pas à la hauteur. Il ne peut pas se permettre un divorce. Cependant, Anna a mentionné que l'entreprise n'était pas incluse dans les biens matrimoniaux et que nous avions un accord prénuptial. La seule réponse de Barclay a été « Oh ».
Après une période de silence, Anna a posté un message au groupe disant « Il cherche un avocat pour le divorce ». Lorsque j'ai vérifié mon courrier électronique, j'ai remarqué qu'Antonia, l'avocate de l'entreprise, avait répondu « Oh mon Dieu, je croyais que vous étiez fait pour rester ensemble pour toujours. Je suggère de consulter Liam Strong. Sa liste de conditions préalables vous sera envoyée par courriel. » Naturellement, il y avait aussi un courriel de Liam Strong. Après l'avoir ouvert, je l'ai lu. La première partie contenait une brève présentation de Liam Strong et de son cabinet, suivie d'une demande d'informations complémentaires. J'ai décidé que c'était le moment idéal, j'ai commencé un nouveau document Word et j'ai listé tout ce que j'avais découvert au cours des 3 derniers mois. J'y ai joint une copie de l'accord que Anna avait signé il y a plusieurs années, autorisant l'entreprise à recueillir, conserver et utiliser ces conversations. J'ai également copié les messages du groupe de discussion. J'ai fermé mon ordinateur, déroulé le canapé-lit et me suis endormi. Le bruit de quelqu'un essayant d'ouvrir la porte du bureau m'a réveillé. Puis j'ai entendu la voix d'Anna, un hurlement, accompagné d'un coup. « Qu'est-ce que tu fais, Marc ? Pourquoi n'es-tu pas venu te coucher ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé l'horloge en me levant. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Anna debout dans le couloir, vêtue de son peignoir, partiellement ouvert, révélant qu'elle n'avait rien en dessous. J'ai croisé son regard en silence. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » demandai-je. « Je t'attendais au lit », a-t-elle répondu. Je pensais que nous pourrions au moins nous serrer dans les bras et discuter gentiment de la situation afin que je puisse te rassurer sur le fait que ta jalousie est injustifiée. Il était clair que le groupe de discussion avait plus de messages. Je l'ai gardé ainsi parce que je ne voulais pas révéler que j'y avais accès. Anna, dis-je, tu as utilisé le sexe pour obtenir ce que tu voulais sur des décisions telles que l'achat d'un chien ou la couleur d'une nouvelle voiture pendant toute la durée de notre mariage. Mais il ne s'agit pas d'une question triviale, sans importance. Le sexe de pitié ou les explications pseudo-psychologiques sur mon ego masculin et ma jalousie ne t'empêcheront pas de me tromper. J'espère que cela te donne une idée de ce que sera notre vie si tu vas jusqu'au bout. Je ne veux pas dormir dans le même lit que quelqu'un qui envisage de me trahir. Bonne nuit, Anna. Avant d'aller au lit, prends un moment pour réfléchir au mal que tu fais à notre mariage et à la façon dont tu ne tiens pas compte de mes sentiments et de ma dignité. Ce n'est pas de la jalousie, c'est mon incapacité à me regarder dans un miroir qui est le problème. J'ai fermé la porte et l'ai verrouillée, écoutant de l'autre côté. Je savais qu'Anna était encore là parce que la lumière s'infiltrait par la fente sous la porte. La lumière s'est éteinte au moment où j'ai cru entendre un soupir. Le lendemain, c'était samedi. Le samedi, j'ai l'habitude de partir tard, mais aujourd'hui, je suis parti tôt. Après avoir pris un bagel pour le petit déjeuner dans un snack, je suis allé au bureau, j'ai fait du café et je me suis assis à mon bureau pour réfléchir à une stratégie. J'ai pensé qu'Anna pourrait adopter une approche différente. Sa stratégie habituelle pour obtenir quelque chose qu'elle jugeait important avait été de m'inciter à me soumettre la nuit précédente. Elle m'a chevauché comme une cowgirl tous les soirs pendant une semaine, jusqu'à ce que je cède à la demande des garçons qui voulaient un chien. C'était amusant de tenir aussi longtemps, mais bien sûr, j'ai fini par céder. Je me suis demandé si elle se rendait compte que c'était plus qu'une simple demande de chiot. Elle pouvait prendre 2 directions. Soit elle devenait incroyablement gentille, me montrant quelle merveilleuse épouse et mère elle était et pouvait encore être, en espérant que je ne la surprenne pas en train de me tromper. Soit elle se transformait en une créature monstrueuse, essayant de prouver qu'elle ferait de ma vie un enfer si je n'obtempérais pas. Je me doutais qu'aujourd'hui serait le premier cas, et j'étais prêt à réagir dans l'autre sens lorsque cela se produirait. Bien que tout le monde ait quitté le bureau à 16h30, je suis resté. Je n'arrivais pas à trouver la motivation nécessaire pour rentrer chez moi. Je me suis rendu compte qu'Anna avait jeté une énorme brique sur notre mariage, qui était comme un miroir. Le miroir était fissuré et le resterait à jamais. Quoi qu'Anna fasse ensuite, j'ai commencé à croire que notre mariage était condamné. À 17h, je me suis traîné jusqu'à la maison. Anna était dans la cuisine, bien sûr. Son maquillage était impeccable, sa robe d'été épousait parfaitement ses formes et son sourire ressemblait à celui d'Hélène de Troie, le genre qui pourrait lancer un millier de navires. En temps normal, je lui aurais presque sauté dessus dans la cuisine, mais cette fois-ci, je ne lui ai prêté aucune attention. Je me suis changé dans la chambre d'amis. Après une vingtaine de minutes, elle a crié dans l'escalier, « Marc, le dîner est prêt. » Je voulais m'assurer qu'Anna savait que son rôle de femme aimante n'influencerait pas ma décision, mais je devais aussi faire bonne figure devant les garçons.
Un verre de vin rouge nous attendait, Anna et moi, lorsque je me suis assis. Elle a ensuite déposé sur la table un plateau de steak, de pommes de terre à l'anglaise et de champignons, mon plat préféré du samedi. Il n'y a pas eu de surprise. J'ai surtout ignoré Anna, me concentrant sur la discussion avec les garçons de tout ce qu'elle ne pouvait pas faire. Elle a tenté de changer de sujet, mais je l'ai arrêtée. Elle l'a certainement remarqué, mais pas les garçons. Marc, aide-moi à faire la vaisselle pendant que les garçons vont jouer un peu, dit-elle après le dîner. Anna est restée assise pendant que je me levais et commençais à débarrasser la table. Elle a insisté, Marc, assieds-toi et parle-moi, après avoir appris que les garçons jouaient à l'ordinateur. Qu'est-ce qui se passe? Je suis retourné à la table et me suis assis. Pouvez-vous vraiment poser cette question en gardant la tête froide? Ai-je demandé. Ce mariage a plus de problèmes que je ne le pensais au départ si tu ne sais pas ce qui se passe. En d'autres termes, tu as l'intention de me tromper dans le but précis de tomber enceinte de quelqu'un d'autre. Tu sais aussi que je ne tomberai pas dans le panneau, c'est pourquoi tu te comportes comme une épouse si aimante, affirmant que si je le permets, tu seras la meilleure mère et la meilleure épouse qu'un homme puisse espérer. Mais Anna, ça ne marchera pas. Tu ne seras plus jamais une bonne épouse si tu fais ça. Tu seras simplement une femme adultère et infidèle. Pour être clair, si tu continues, je dissoudrai notre mariage et j'ai déjà engagé un avocat pour le divorce. Son visage est passé de celui d'une épouse heureuse et dévouée à celui d'une femme en quête de vengeance. La colère était évidente dans sa voix, qui n'était guère plus qu'un murmure. Elle siffla, pour être clair, j'ai pris la décision de faire cela pour ma sœur. Divorce-moi si tu ne peux pas l'accepter. Le ton était menaçant. Elle a probablement pensé que je bluffais. Aujourd'hui, je me suis assis dans mon bureau et j'ai réfléchi à ce qui fait un bon mariage, et je poursuivis en prenant une grande inspiration. Vous êtes en train de jeter des pierres à notre mariage, qui est comme un miroir. Le problème, c'est que notre miroir est brisé et qu'il aura toujours des fissures, quels que soient les efforts que nous déployons pour le remettre en état. J'ai l'horrible impression que notre mariage est déjà ruiné et qu'il finira par s'effondrer comme un miroir brisé. Je ne plaisante pas. Je ne peux plus supporter cela. Tu l'es choisi au détriment des garçons et de moi-même. Tu n'as pas beaucoup de temps pour démontrer que nous sommes l'aspect le plus important de ton existence. Il ne restera plus rien pour nous si tu ne le fais pas. J'ai quitté la table et je me suis dirigé vers la chambre des garçons. Nous avons joué au jeu de tir toute la nuit. J'étais profondément attristé par le sentiment évident que notre famille se désintégrait. Les semaines suivantes se sont déroulées de la même manière. Anna s'est efforcée d'être l'épouse idéale. Je l'ai informée que chaque fois qu'elle parlait du bébé, c'était une rupture. Elle a changé de comportement, passant d'une attitude caustique à une confiance en moi, Marc. Un soir, Suzanne est venue dîner. Après avoir terminé notre repas, Anna m'a demandé de les rejoindre dans le coin. Suzanne a commencé par dire, Marc, sans enfant, ma vie ne sera pas complète. La volonté d'Anna est le meilleur cadeau que l'on puisse m'offrir, car j'en ai vraiment besoin. Êtes-vous incapable de me laisser entrer dans votre cœur? Anticipant cette embuscade, j'ai jeté un coup d'œil à Anna pour m'assurer qu'elle avait compris. Il y a plusieurs façons d'y parvenir, mais faire d'Anna ta femme adultère personnelle n'en fait pas partie, dis-je à Suzanne. Alors que je me retournais pour faire face à Suzanne, j'ai entendu Anna halter et dire, la vie a peut-être été injuste avec toi, mais je suis vraiment sérieuse, si tu continues dans cette direction, mon mariage avec Anna sera terminé. Êtes-vous prêt à sacrifier cela pour votre propre bénéfice? En outre, personne n'a même essayé de soulever d'autres questions. Que se passera-t-il si Barclay ne parvient pas à accomplir la tâche du premier coup? Devra-t-elle répéter l'opération chaque mois jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte? Nous avons essayé de concevoir Martin pendant 5 mois et James pendant 9 mois. J'ai aperçu Anna qui détournait la tête. Elle espérait manifestement que je n'y avais pas pensé. Et un seul enfant suffira-t-il? Demandai-je. Ou déclarerez-vous que vous avez besoin d'un deuxième enfant pour compléter votre famille idéale, parce qu'un enfant unique se sent seul? Anna a commencé à se curer les ongles, mal à l'aise, tandis que les joues de Suzanne rougissaient. Après avoir jeté un rapide coup d'œil dans la pièce, j'ai dit à Anna, tu y as réfléchi et tu ne vas pas t'arrêter à une seule fois. Quelle créature rusée vous êtes, mon Dieu. Votre mère vous a sans doute appris cela. Je me suis levé, et Suzanne et Anna ont fait de même. Le déguisement d'Anna avait encore glissé et elle était en colère, mais Suzanne pleurait. Marc, répondit-elle,
je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais un crétin aussi fou. Nous t'avons offert toutes les chances de trouver une solution raisonnable, mais tu ne le fais pas. Vendredi soir, je me rendrai chez Suzanne et Barclay, où je resterai une semaine. Occupez-vous-en. Eh bien, ce n'est pas la peine de revenir ici, ai-je dit simplement. Vos affaires seront dans le garage vendredi pendant que l'on s'occupera de vous chez eux. J'ai eu 6 réunions avec Liam Strong au cours des 3 dernières semaines. L'accord prénuptial offre une solide protection à l'entreprise et aux fonds fiduciaires. J'avais juste besoin de partager nos fonds et nos actifs avec Anna, puisque j'étais propriétaire de la maison et du terrain avant notre mariage. J'avais déjà divisé l'argent des investissements en deux, de sorte que je lui verserai environ 1 500 000 $. Bien que notre État dispose de règles contre les comportements déraisonnables, il s'agit d'une juridiction sans faute. Il ressort clairement des comptes rendus des réunions et de la correspondance que Anna faisait des demandes irrationnelles. En outre, il était probable que j'obtienne la garde des garçons parce qu'elle avait été hospitalisée pendant ses grossesses. J'ai envoyé un SMS à Liam en quittant la cuisine pour me rendre dans ma chambre. Elle avance à toute vitesse. Il commence ce vendredi. Après avoir dit bonjour, Liam a appelé et a demandé « Sais-tu quel est leur plan ?» J'ai répondu que d'après ce qu'on venait de me dire, elle avait l'intention de se rendre chez eux vendredi après le travail et d'y passer tout le week-end et la semaine suivante. « D'accord, dit-il. Après qu'elle ait terminé son travail le vendredi, nous devons la servir. Elle aura ainsi le temps de revenir sur sa décision et le juge appréciera la chance que vous lui avez donnée. Il voudra voir qu'elle a eu amplement l'occasion de changer d'avis et qu'elle est consciente de votre position sur ce qu'elle fait. La demande de divorce sera le meilleur moyen de lui faire connaître votre position. Jusqu'à jeudi soir, la maison ressemblait à une boîte glacée. Elle a essayé de se blottir contre moi après le coucher des garçons, mais j'ai refusé de la prendre dans mes bras, même lorsqu'elle a essayé de m'enlacer. Marc, dit-elle finalement, ce n'est qu'une semaine de notre vie. En quoi cela va-t-il changer quoi que ce soit? Je me suis éloigné d'elle et je me suis levé. Puis j'ai dit à Anna que cela ferait une énorme différence. Tu m'abandonnes pour être avec quelqu'un d'autre. Tu ne seras pas une épouse fidèle à ton retour. Sans le savoir, je ne pourrai peut-être plus jamais te toucher. Tu m'as complètement ignoré tout au long de ce plan si tu penses sincèrement que ce ne sera qu'une semaine de notre vie. Nous en avons terminé si tu te rends chez eux demain, ai-je dit. Malgré son air abattu, Anna s'efforça de garder son regard sur moi. J'ai essayé de la regarder dans les yeux, moi aussi. Je ne te quitte pour personne, Marc, dit-elle. Je porte simplement le bébé de ma sœur. J'ai inspiré profondément. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je suis en train de te perdre. Tu fais passer leurs besoins et leurs désirs avant ceux des garçons et les miens. Tu nous quittes pour une semaine, et tu te fiches de ce que nous faisons, de ce que je dis aux garçons, ou pire, de ce que leurs amis pensent de toi. De plus, tu continueras à faire cela tous les mois jusqu'à ce que tu sois enceinte, si tu ne le laisses pas cette fois-ci. Les gens le découvriront parce qu'ils le font toujours. Ne secoue pas la tête. C'est votre dernière chance d'éviter une catastrophe imminente. Je crains que tu n'aies donné la priorité aux désirs de ta mère et à ceux de ta sœur plutôt qu'aux intérêts de cette famille. J'espère que vous comprenez ce que je dis, et si vous décidez de continuer, sachez au moins que vos décisions détermineront inévitablement la suite des événements. Lorsque je suis sorti de la pièce, Anna est restée assise, bouche bée. Je l'entendais courir après moi alors que je montais les escaliers. J'ai fermé la porte derrière moi en entrant dans ma chambre. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que la suite dépendra inévitablement? Je l'ai entendu frapper quelques secondes après avoir fermé la porte à clé. Quels sont tes projets? J'ai ouvert la porte. Je vous l'ai déjà dit. Tu dois bien réfléchir à tes options et établir tes priorités. J'ai refermé la porte. À 22 heures, j'étais déjà couché et je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis le début de tout ce grabuge. Elle devait décider de la suite des événements, car j'avais fait tout ce que je pouvais. J'ai décidé de ne pas partir tôt au travail le lendemain matin. Alors que je préparais le petit déjeuner pour les garçons, Anna est entrée dans la cuisine avec un sac de voyage. Elle m'a jeté un coup d'œil un peu gêné avant de se retourner pour mettre le sac dans la buanderie, hors de ma vue. Je vois que tu as pris ta décision, ai-je dit et je me suis remise à préparer le petit déjeuner pour les garçons. Je l'ai entendu aller chercher quelque chose pour elle dans le placard. Je pensais que tu serais déjà parti, a-t-elle ajouté. Je lui tournai le dos. Même si ça se passe comme ça, j'ai pensé que nous devrions prendre un dernier repas ensemble.
Elle a arrêté son mouvement, mais quand elle a dit « Que entendez-vous par un dernier repas ?» Je savais qu'elle avait compris ce que je voulais dire. Vous avez récemment utilisé les mêmes termes cryptiques avec moi. Anna, il n'y a rien d'énigmatique là-dedans, ai-je dit. J'ai été très explicite sur ce qui se passerait si tu continuais dans cette direction. Vous avez décidé de ne pas tenir compte de mes avertissements très clairs. Par conséquent, je vous prie de ne pas sous-estimer mon intelligence. Je me suis tourné vers elle, et elle s'est tournée vers moi. Pour la première fois depuis le début, elle savait que j'étais sérieux. Je ne peux pas faire marche arrière maintenant, a-t-elle remarqué, son visage affichant de l'inquiétude. Si je le fais, je m'inquiète pour la santé mentale de Suzanne. J'ai haussé les épaules. Notre famille a été notre deuxième priorité pendant un certain temps, ai-je dit, avant d'ajouter, les garçons, le petit déjeuner est prêt. À bientôt, ai-je murmuré, attrapant mes clés et la dépassant pour me diriger vers la porte. Elle m'a pris le bras. Tu ne veux même pas m'embrasser pour me dire au revoir? Non, merci, ai-je répondu. Je ne voudrais pas priver Barclay de quoi que ce soit. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai libéré mon bras et je me suis dirigé vers la porte. Je l'ai entendu sangloter lorsque la porte s'est refermée. S'il te plaît, Marc. Quand je ferai ça, j'aurai besoin de toi à mes côtés. Anna et Suzanne m'ont appelé plusieurs fois dans la journée. Je n'ai répondu à aucun de leurs appels, pas même à celui de Stéphanie. Ma secrétaire m'a informé que John était en ligne lorsqu'elle a appelé à 16 heures. Je lui ai passé la communication et j'ai attendu. Bonjour, Marc. C'est devenu une bataille de volonté, même si je comprends que c'est une situation complexe. Anna pensait que vous seriez d'accord, mais vous vous y êtes toujours opposé. Maintenant, elle pense qu'elle serait perdue si elle cédait. Comment pouvons-nous résoudre ce problème? J'ai pris une longue inspiration. John, je suis désolé, mais il n'y a rien que nous puissions faire. Si je laisse faire, je ne pourrai plus jamais toucher Anna, ni me regarder dans un miroir, ni me respecter. Anna est à l'origine de ce scénario. Si elle l'avait seulement envisagé, elle aurait su que je ne pourrais jamais permettre cela dans ma vie. À mon avis, notre mariage est irrémédiablement endommagé, et le fait que tu comprennes qu'elle ne veut pas faire de compromis ne fait que renforcer cette opinion. Je m'excuse, John, mais soit c'est fini entre nous, soit elle rentre à la maison ce soir. Anna dit que vous lui avez dit que vous alliez divorcer, a-t-il demandé. C'est vrai? Oui, John, ai-je répondu. Je divorcerai si elle continue dans cette voie. Si elle va jusqu'au bout, elle sera signifiée, la paperasse est déjà prête. Je ne reculerai pas une fois que j'aurai déposé ma demande, car il s'agit d'un état où il n'y a pas de faute, et elle ne pourra pas l'empêcher. Allez-vous faire respecter l'accord prénuptial, demande John après une longue pause. Anna n'a pas l'air de s'en souvenir, alors je suis content que tu en parles. Oui, je vais l'appliquer, car la maison m'appartenait avant le mariage et je veux protéger mon entreprise. J'ai promis de la traiter équitablement sans être trop généreux. Après un moment de silence, John dit, je suppose que je ferais la même chose si j'étais dans votre position. Stéphanie a prétendu que vous aviez épousé Anna au-dessus de votre rang et que vous la laisseriez faire pour préserver votre statut social, malgré mes avertissements de ne pas suivre cette voie. J'aurais dû insister, car je te connais mieux que cela. Nous nous sommes remerciés mutuellement en concluant la discussion. Ma prochaine conversation avec John, ou tout autre membre de ma famille, ne sera probablement pas aussi cordiale. J'ai décidé de rentrer chez moi plus tôt. Pendant que je devais m'habituer à une nouvelle routine, les garçons resteraient avec notre voisine, Madame Neal. Alors que leur vie était sur le point d'être complètement bouleversée, le téléphone a sonné. Une fois de plus, c'était John. Bon sang, Marc, a-t-il déclaré sans embâge, elle a reçu les papiers du divorce aujourd'hui. En effet, John. Je t'ai dit ce que j'allais faire. Maintenant, elle comprend que je suis sérieux. Elle doit choisir entre Suzanne et Barclay, ou moi et les garçons. Elle est en état de choc, dit John après un bref silence au bout du fil. Suzanne est tellement déprimée qu'on ne peut même pas l'appeler, et Stéphanie est prête à te détruire. Cette famille a été complètement bouleversée par toi. Je suis désolé, John, mais maintenant tu comprends ce que je ressens depuis 3 semaines. Je n'ai pas le choix, mais ce n'est pas ma faute. Faites savoir à Anna que ses actions dicteront ma réponse. Je saurai que je suis au second plan si elle ne rentre pas à la maison, mais si elle le fait, nous pourrons parler. J'ai raccroché après avoir dit cela. John n'a pas eu besoin de répondre.
J'ai commandé une pizza pour le dîner, j'ai récupéré les garçons et je suis rentré à la maison. Cela deviendrait un champ de bataille si Anna revenait. Je venais de mettre le lave-vaisselle en marche après le dîner quand j'ai entendu une voiture arriver. En regardant dehors, j'ai vu John, Stéphanie et Anna sortir de la voiture. Après avoir dit aux garçons d'aller jouer sur leur ordinateur portable dans leur chambre, je me suis dirigé vers le salon. Je redoutais cette pièce, car elle avait été le théâtre de nombreux incidents désagréables. Stéphanie est entrée la première, suivie de près par John. Il l'a attrapée alors que la colère assombrissait son visage. Nous ne sommes pas là pour aggraver les choses, Stéphanie, nous sommes là pour aider. Vous devez permettre à Marc et à Anna de parler, pensa Stéphanie en se retournant. Qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers? Cet homme sans prétention empêche notre fille de nous donner des petits-enfants. Je ne supporterai pas cela. Je vis à l'expression de John que Stéphanie avait les mêmes pensées et compris qu'il serait sage de garder le silence, même dans sa fureur. Anna, qui semblait se diriger vers la potence, les suivait. Elle tenait une enveloppe brune à la main, et il était clair qu'elle avait pleuré. Tandis que je m'asseyais dans l'unique fauteuil, elle prit place sur le canapé à 3 places et fixa son regard sur moi. Après avoir guidé Stéphanie vers la table de la cuisine, John a préparé du café. Les yeux rouges d'Anna, baignés de larmes, étaient toujours fixés sur moi. « Est-ce votre dernière déclaration sur le sujet ?» demande-t-elle avec hésitation. « Oui », répondis-je succinctement. « Il n'y a pas de place pour la négociation ?» Une fois de plus, j'ai répondu simplement « non ». J'avais parlé à ma mère et à ma sœur. « Qu'en est-il de la fécondation in vitro ?» demande Anna. Sa question m'a rendu physiquement malade, tant j'étais consterné par le traitement que j'avais reçu. Je refusais de me sentir désolé pour l'une ou l'autre d'entre elles. Je te l'ai dit il y a 3 semaines, Anna, mais tu ne voulais faire les choses qu'à ta façon. Je ne peux pas te faire confiance pour ne pas agir dans mon dos. C'est donc trop peu, trop tard. Tu peux engager une mère porteuse et utiliser tes ovules. Je couvrirai même les frais. Cependant, tu m'as tellement manqué de respect que je ne consentirai pas à ce que tu portes l'enfant. John a posé une main sur l'épaule de Stéphanie, que je voyais s'agiter à nouveau. Tu dois éviter de t'impliquer dans cette affaire, Stéphanie. C'est notre faute si ce gâchis existe. Marc et Anna devront se débrouiller seuls. Anna sanglotait doucement. Il était évident que tout le monde voulait me dépeindre comme la méchante, même si ce n'était pas ce que je voulais. Anna a levé les yeux et a dit, « Je ne veux pas divorcer. J'ai besoin de toi. Comment peut-on résoudre ce problème ?» J'ai pris une grande inspiration. Honnêtement, je ne suis même pas sûr que nous puissions résoudre ce problème parce qu'il s'est passé tellement de choses. Mais essayons. La première chose à faire est d'arrêter toute la proposition. Il est inacceptable que vous ayez choisi de m'exclure de la conversation et de la recommandation qui s'en est suivie. Je procéderai au divorce si vous souhaitez rester la mère porteuse de Suzanne. La prochaine étape est de réparer notre mariage. Je t'ai permis d'être ce que tu es, mais il semble que tu aies pris cela pour mon approbation de tout ce que tu choisis de faire. Une femme qui considère son mari comme un égal ne ferait jamais la suggestion que tu as faite. Cela ne serait même pas acceptable pour une femme qui sait à quel point son mari s'investit dans ses vœux de mariage. Par conséquent, nous devons déterminer comment réparer le miroir brisé. Elle a grimacé à mon utilisation de l'expression « miroir brisé ». Elle a ajouté « vous l'avez déjà mentionné ». Bien qu'un miroir endommagé puisse être réparé, la fissure sera toujours visible, comme vous l'avez dit. Cela signifie-t-il que notre mariage sera toujours ainsi? J'en ai bien peur, ai-je murmuré en croisant son regard. À ce moment-là, Stéphanie était outrée. Et la pauvre Suzanne? S'est-elle écriée. Vous la privez de sa seule chance d'avoir un enfant. J'ai dit, tu peux donner tes ovules, Anna, sans rompre le contact visuel. Ils peuvent être implantés dans une mère porteuse après avoir été fécondés dans une clinique utilisant le matériel de Barclay. Ils offrent ce service. Mais je m'attends à ce que tu te fasses ligaturer les trompes après l'extraction de tes ovules, Anna. Anna a déclaré qu'elle ne voulait pas être stérilisée, mais nous avions déjà décidé quelques années auparavant de ne plus avoir d'enfants. Elle a affirmé qu'elle se sentait différente pendant son cycle menstruel. Pour éviter tout incident, elle utilisait des pilules contraceptives. Elle a pâli lorsque je lui ai suggéré de se faire ligaturer les trompes. S'il vous plaît, ne m'obligez pas à faire ça, a-t-elle supplié. J'ai simplement secoué la tête. Vous ne comprenez vraiment pas le problème.
Vous étiez prête à manipuler votre corps. Retirer votre corps de l'équation est le seul moyen de m'assurer que vous ne recommencerez pas. Cela implique de rendre la conception naturelle impossible. Je suis désolé, Anna, mais quand on joue avec le feu, on se brûle. Je n'ai pas su dire si Anna était en colère ou dévastée. Stéphanie pleurait quand elle a dit « Tu es vraiment sans cœur ». En me tournant vers elle, j'ai répondu « J'ai appris des meilleurs, Stéphanie ». Anna a accepté la stérilisation en échange de l'arrêt de la procédure de divorce. Le jour de la stérilisation, nous avons décidé que je mettrais le divorce en suspens et que j'y mettrais un terme. Un mois plus tard, nous nous sommes retrouvés à la clinique de fécondation in vitro. John et moi avons versé chacun $10 000 après que la clinique a aidé Suzanne et Barclay à trouver une mère porteuse. Le processus de prélèvement d'ovules a été simple, même si Anna a ressenti un léger inconfort. Lorsqu'Anna a été admise à l'hôpital pour sa stérilisation une semaine plus tard, j'ai demandé au juge de retirer la demande de divorce, ce qui a été accepté sans problème. Notre vie sexuelle, autrefois très active, s'était complètement arrêtée, mais nous continuions comme si de rien n'était. Le soir, nous nous asseyons souvent dans des fauteuils différents pour regarder la télévision sans échanger un mot. Environ un mois après le prélèvement d'ovules, 2 embryons viables ont été implantés dans la mère porteuse. Malheureusement, elle a fait une fausse couche au cours du 3e mois. Anna n'était plus en mesure de produire d'autres ovules viables. Les réunions de famille chez nous ont cessé et je me suis contenté d'éviter les réunions ailleurs. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que nous étions devenus 2 individus avec des enfants, liés par un morceau de papier prétendant être un mariage, mais sans lien réel entre nous. Toutes mes prédictions se sont réalisées. La position suggérée par Anna était futile, et l'issue était inévitable. Anna, la perdante, ne pouvait pas me supporter, moi, le gagnant. Cette situation a perduré pendant une décennie. Nous faisions tout pour les enfants, comité de parents, sport, événements, tout ce que vous voulez, j'y étais, et Anna était à mes côtés tout au long du processus. Malgré l'envie des autres parents, notre vie à la maison était distincte. Nous partagions le même lit, mais l'intimité était absente. Les rapports sexuels que nous avions, qui finissaient par atteindre 2, voire 3 fois par semaine, manquaient d'amour. À 16 ans, Martin a lancé sa propre entreprise, développant des applications qu'il a vendues dans plusieurs magasins d'applications. Il gagnait bien sa vie jusqu'à ce qu'une grande entreprise de San José arrive en ville et lui propose un contrat à 7 chiffres pour acquérir son entreprise et un poste à 6 chiffres dans leur société. À 20 ans, il a saisi l'occasion. Il a loué une maison dans une communauté fermée près de l'autoroute, et nous nous sommes rendus ensemble à San José pour explorer la région. À 22 ans, James venait d'épouser son amour d'université. Tous deux étaient comptables chez John. Ils louaient un appartement modeste, n'ayant pas encore les moyens d'acheter une maison en raison de la hausse des prix de l'immobilier dans notre ville. Pour les aider à acheter une maison, j'ai créé un fonds fiduciaire. Anna et moi sommes devenus des nids vides et il était évident qu'aucun de nous ne voulait converser avec l'autre. 2 semaines après le mariage de James, Anna m'a demandé de rentrer plus tôt. Lorsque je suis arrivé, elle était assise dans la cuisine, une valise à côté d'elle. Marc, je pense que nous savions tous les deux que cela allait arriver, dit-elle, les larmes aux yeux. Nous avons cessé d'être mari et femme il y a 10 ans, ici même dans cette pièce. Nous avons été comme des bateaux qui passent dans la nuit, bien qu'avec certains avantages. Je crois qu'il est temps de faire face au fait que notre mariage est brisé, comme un miroir avec des défauts trop importants pour être ignorés, même si nous essayons de toutes nos forces. Les conditions du divorce que j'ai demandées sont les mêmes que les vôtres. J'espère que nous pourrons faire en sorte que tout se passe correctement. Les coordonnées de mon avocat sont dans l'enveloppe. Essayons de rendre les choses aussi faciles et respectueuses que possible. Je suis d'accord avec elle. J'avais déjà tout divisé il y a 10 ans lorsque j'ai rempli les papiers. Elle avait ses propres cartes de crédit, son compte de retraite, son compte d'investissement et son compte bancaire. Il en allait de même pour moi. 10 ans ont été investis dans ce divorce, mais une fois qu'un naufrage a commencé, il est impossible de l'arrêter. Il a sans doute commencé il y a 10 ans, ici même. J'ai acquiescé. C'est mieux ainsi, me suis-je dit. Je n'entrerai pas dans les détails. Dis-moi qui je dois contacter, et nous pourrons faire les choses au plus vite, dis-je. Anna se lève et m'embrasse sur la joue, la première marque d'affection que nous ayons eue l'une pour l'autre depuis longtemps. J'ai fait mes valises pour une semaine, a-t-elle ajouté. L'appartement de James se trouve dans le même immeuble que l'un des appartements que j'ai l'intention de louer.
Dès que je serai installé et que j'aurai trouvé quelqu'un pour déménager mes affaires, je te le ferai savoir. Est-ce que je peux prendre quelques meubles? Oui, allez-y, laissez-moi juste le lit et quelques chaises. Cela la fait rire. La plupart de mes affaires ne rentreront probablement même pas dans mon nouvel appartement. Après avoir dit au revoir à Marc, elle quitta la maison pour la dernière fois. Je me sentais un peu abattu, mais l'émotion dominante était le soulagement. Cela marquait la fin inévitable de notre relation, puisque nous n'étions plus un vrai couple depuis un certain temps. Lorsque j'ai contacté Liam, il a accepté de me représenter à nouveau. Nous avons tous deux dit au juge que le mariage ne valait pas la peine d'être sauvé, mais il a insisté pour que nous suivions une thérapie. 90 jours plus tard, le divorce était prononcé selon les termes proposés par Anna après qu'il eut accepté la requête. James a révélé qu'ils attendaient un enfant juste avant que le divorce ne soit prononcé. Il lui rendait rarement visite, ce qui était le problème. J'ai donc pris des décisions importantes. Tout d'abord, je devais vendre mon entreprise. Dès que je l'ai mise en vente, l'un de mes principaux concurrents m'a proposé de l'acheter pour 30 millions de dollars. Comme ils étaient les seuls à en apprécier la valeur, j'ai accepté avec plaisir. J'ai alors cédé la maison à James et j'ai déménagé dans une petite ville de la Napa Valley. J'ai ouvert un petit atelier parce qu'il n'y avait pas un seul mécanicien automobile dans cette petite ville. Cette fois, il n'y avait que moi qui travaillais, et seulement quand je le voulais. Martin a emménagé avec moi dans la nouvelle maison et a travaillé à partir d'un bureau que nous avons aménagé dans le sous-sol car, mieux encore, il pouvait désormais travailler à distance la plupart du temps. J'ai fait plusieurs voyages dans notre ville natale. James voulait que je participe à la vie de bébé Jane, même s'il était encore un peu mal à l'aise avec le divorce. J'ai eu beaucoup de plaisir à la voir. J'ai rencontré Anna chez James environ 2 ans après la naissance de Jane. Elle voyait un homme, l'un de ses clients, un médecin. J'étais heureuse pour elle. Peu après, mon comptable m'a invité à un événement de réseautage dans mon nouveau lieu de travail. J'y ai rencontré Ruby, une conceptrice de site web d'une 30aine d'années. Le lendemain soir, alors que nous quittions l'apéritif organisé par le groupe de travail, Ruby m'a dit « J'espère que tu seras à la fête ». En disant cela, j'ai remarqué son sourire confiant. « Est-ce que ce sera amusant ?» ai-je demandé en souriant. « Cette fois, ce sera le cas, je le promets », a-t-elle répondu sans hésiter. Ce soir-là, Ruby m'a captivé, même si elle avait 20 ans de moins. Je ne me suis plus jamais senti seul après cette soirée, même si nous ne nous sommes jamais mariés. Suzanne était triste après sa fausse couche. Après avoir commencé à suivre une thérapie, elle a démissionné de son emploi et repris ses études pour devenir éducatrice spécialisée. Après avoir obtenu son diplôme, elle a commencé à enseigner dans une classe d'éducation spécialisée dans une école voisine. Dans cette classe, elle a trouvé le but et l'affection dont elle avait désespérément besoin. Au fur et à mesure que sa tristesse s'estompait, elle a commencé à croire que le fait de ne pas avoir d'enfant était la meilleure chose qui lui soit arrivée. D'un autre côté, Barclay est devenu un vieil imbécile. Suzanne a découvert qu'il essayait d'utiliser la méthode traditionnelle pour féconder la mère porteuse. Au début, il a réussi. Après l'avoir épousée, ils ont eu 3 enfants ensemble. Cependant, elle a découvert plus tard qu'il avait été infidèle. Au cours de la procédure de divorce, il est apparu que le premier enfant était le sien, mais que les pères des 2 plus jeunes ne l'étaient pas. Malgré cela, il était tenu de verser une pension alimentaire, car son nom figurait sur les actes de naissance et les pères biologiques n'avaient pu être localisés. Il vit aujourd'hui dans le même quartier difficile de la ville que celui où résidaient bon nombre de ses anciens clients. Son ex-femme lui a en effet aliéné les enfants, de sorte qu'il n'a plus aucun contact avec eux. Il me semble qu'il regrette d'avoir eu des enfants.